Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission L'invité de la semaine qui reçoit aujourd'hui M. Ibrahim Konaté, analyste politique, juriste, consultant. M. Konaté, bonjour. Bonjour. À Addis Abeba, le professeur Alpha Condé a passé le flambeau au Rwandais Paul Kagame. En tant qu'analyste politique, quel regard faites-vous de son passage à la tête de l'Union africaine? Et est-ce qu'il a engrangé des réformes au sein de cette institution? Bon, merci, je vous en remercie de m'avoir invité dans votre émission. Et vous me permettrez de faire une petite rétrospection dans le passé. Si on parle de l'Union africaine, on ne saurait parler de l'Union africaine sans pourtant rendre un vibrant hommage aux personnes qui se sont battues, aux chefs d'État qui se sont battus pour cette Union africaine. Je vais nommer ici le feu Ahmed Sékou Touré. Vous savez, pour moi, Ahmed Sékou Touré, c'était un chef d'État qui était en avance par rapport à toute l'Afrique et qui était en avance par rapport à beaucoup de choses et qui s'est battu contre vents et marées pour la mise en place de cette organisation, l'unité africaine, et qui a rencontré pas mal de difficultés avec ses compères, bien sûr. Et pour moi, le président Alpha Condé n'a fait que suivre les œuvres, continuer les œuvres entreprises par le fait Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. Et il faut aussi quand même reconnaître que le professeur Alpha Condé, à son avènement à la tête de l'Union africaine, a trouvé cette institution en état de déliquescence. Et le constat était vraiment amer, ce qui lui a amené tout de suite à engager de vastes chantiers de réforme pour la transformation qualitative de cette institution et mener une offensive diplomatique pour parler de l'Afrique et défendre les intérêts et les idéaux de l'Afrique. Donc je crois que les institutions ont été mises en place, disons les commissions, pour réfléchir effectivement par rapport au fonctionnement normal de cette institution. Et il faut reconnaître que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a quand même mis en place un certain nombre de mécanismes permettant aujourd'hui à cette institution d'être indépendante, d'avoir une autonomie financière. Et il faut le rappeler qu'avant son avènement, l'institution était à la dépendance de l'Union européenne, ce qui ne donnait pas pratiquement de possibilités à cette grande institution, n'est-ce pas, de prendre des décisions concernant l'Afrique. Et aujourd'hui, le passage du professeur Alpha a permis de comprendre un tout petit peu à tous les Africains que l'Afrique peut, n'est-ce pas, prendre son destin en main et régler les problèmes auxquels les pays africains sont confrontés. Alors, au-delà des discours du président Alpha Condé, est-ce qu'il a posé des actes concrets au sein de cette institution? Bien sûr, ce que je disais, j'ai dit à son avènement, il a trouvé que le constat s'est avéré très amer. C'est-à-dire que l'institution était pratiquement n'existait pas. C'est pourquoi j'ai dit à ce niveau qu'il a engagé de vastes chantiers de réforme pour la transformation qualitative d'abord de l'institution. C'est que l'institution, à ce niveau-là, l'Union africaine était appelée l'Union africaine, mais en réalité, cette Union africaine ne participait dans aucune résolution des problèmes africains. Donc, les problèmes étaient résolus souvent par l'Union européenne à la place et lieu et place de l'institution de l'Union africaine. Donc, il a d'abord mis des commissions en place qu'il a confiées aux chefs d'État pour réfléchir rapidement par rapport à ce dysfonctionnement de cette institution. Ce qui fut fait, et les chefs d'État ont réfléchi. Il y a eu des projets comme l'énergie renouvelable, où il a été, n'est-ce pas, au champ de bataille partout à travers le monde. Il y a eu des offensives diplomatiques pour défendre l'Afrique et parler les intérêts de l'Afrique. Vous l'avez vu à New York, au sommet de BRIC et ainsi de suite. Partout dans le monde entier, c'était effectivement pour réhabiliter cette institution. Donc pour moi, le bilan du professeur Alpha à la tête de cette Union africaine est un bilan vraiment positif. Et moi, je ne suis pas étonné personnellement parce qu'il n'a fait que l'Union africaine est un patrimoine pour la Guinée. Vu tout ce que le feu Ahmed Sékou Touré, notre président indépendantiste,
a eu à faire pour l'intégration africaine, pour aujourd'hui la libération des pays africains à travers cette organisation africaine, moi je me dis que c'est notre patrimoine. On ne saurait parler de l'Union africaine sans parler, sans que la Guinée n'ait un mot à dire. Et si le président vient dans ce élan pour continuer les œuvres d'Ahmed Sékou Touré, moi je crois que franchement c'est un patrimoine. Et s'il y a un droit de veto qu'on doit accorder aujourd'hui dans l'organisation de cette Union africaine, c'est bien sûr la Guinée. Et il y a pas seulement la Guinée, il y a le Ghana avec Kwame Nkrumah. En tout cas, des gens qui se sont battus, qui ont tout fait pour la mise en place de cette institution. Quels sont les enjeux liés à cette élection communale et communautaire en Guinée? Bon, il faut quand même saluer, parce qu'il y a plus de 12 ans que cette patience était là. Les enjeux sont des enjeux d'ordre politique, économique, juridique, et sociologique et financier. Si vous prenez danger d'ordre politique, c'est que ces élections permettront la stabilité, la quiétude et l'unité des citoyens. Ça permettra aussi la stabilité politique et le renouvellement des conseillers, et ça va mettre fin à cette délégation spéciale qui a été mise en place dans toutes les communes et les différentes collectivités. Si vous prenez les enjeux d'ordre économique, c'est que ça permettra aujourd'hui, n'est-ce pas, aux différentes collectivités, aux différentes communes, de définir leur stratégie de développement économique, et de proposer aujourd'hui des programmes stables et fiables dans le cadre économique et dans le cadre de la croissance économique de leur circonscription, collectivité ou commune. Et ça permet de rationaliser leurs capacités économiques. Sur le plan d'ordre financier, c'est que ça va permettre aux différentes collectivités de mobiliser beaucoup plus de recettes locales, de mobiliser beaucoup plus de fonds des partenaires locaux, des partenaires financiers, des opérateurs économiques, et ça va leur permettre de mettre en place et de profiter surtout du fonds de développement mis en place par le gouvernement et de mettre à profit tous les atouts économiques pour amorcer la croissance économique de leur circonscription. Et s'agissant d'ordre juridique, c'est qu'on était dans un imbroglio juridique. Ce qui faisait qu'il y a 12 ans, ceux-là qui étaient mis en place, je vais parler des conseillers, dont le mandat était déjà à terme, vivaient dans une illégalité. Ce qui ne les permettait pas de livrer des documents juridiques qu'on pouvait vraiment tenir compte, puisque des gens qui sont déjà dans l'illégalité ne peuvent pas délivrer des documents de l'état juridique et qu'on en tienne compte. Donc ça va nous permettre de mettre fin à tout ça. Et s'agissant d'ordre sociologique, c'est que ça va nous permettre aujourd'hui de vraiment ressouder encore le tissu social, la cohésion sociale, parce que les gens désormais vont se concentrer au développement de leur circonscription, au développement de leur collectivité. Et si vous prenez enfin l'enjeu d'ordre développement, c'est le plus important, parce que aujourd'hui, toutes les collectivités vont désormais définir des stratégies de développement de leur collectivité. Donc, les croissances vont être définies, les priorités seront définies dans le cadre d'apporter du bonheur à leur collectivité. C'est pourquoi ça permet même de mettre fin à l'exode rural. Pensez-vous que l'institution en charge de cette élection est prête à organiser ces élections quand on sait qu'il y a beaucoup de manquements au sein de cette institution? Bon, bien sûr, si l'institution, la CENI, elle est indépendante, comme vous le savez, si elle a aujourd'hui, elle est prête à aller aux élections dans la mesure où aucun problème, aucune difficulté majeure n'a été signalée. C'est que toutes les dispositions sont prises pour qu'on aille aux élections. Et moi, je fais confiance à cette CENI. Donc, vraiment, je ne trouve pas vraiment de problème pour aller à ces élections. Monsieur Konaté, je rappelle que vous êtes aussi juriste consultant. Est-ce que notre constitution actuelle a-t-elle été élaborée dans les règles de l'art? Bon, ça, à ce niveau, il est important de signaler que la constitution actuelle a été élaborée dans une période de transition et qui a été faite par le CNT, qui est un organe de transition. Bon, en la forme, il faut le dire juridiquement que ce n'est pas la forme n'est pas normale.
Mais ce qui est essentiel là-dedans, c'est que si vous prenez cette constitution, c'est truffé d'articles, si vous voulez, obsolètes et désuets. Et il y a beaucoup d'incohérences aussi là-dedans. Mais objectivement, ce que je peux dire, c'est que cette constitution n'a pas été mise par la volonté populaire, c'est-à-dire par voie de référendum, pour que le peuple se prononce sur l'état et le contenu, n'est-ce pas, de cette constitution. Et ce que je pourrais dire à ce niveau en tant que consultant juridique, c'est que je fais partie de ceux-là qui pensent que notre constitution doit, n'est-ce pas, être amendée pour effectivement enlever les incohérences là et les articles obsolètes et désuets et soumis à la volonté du peuple, c'est-à-dire par la voie du référendum. Pensez-vous que le président Alpha Condé a modifié notre constitution pour se représenter pour un troisième mandat? Non, ce n'est pas une modification. D'abord, la révision de la constitution n'est pas illégale. Si vous prenez la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, en son article 10 dispose que n'interdit pas la révision de la Constitution. Seulement, elle demande à ce que, n'est-ce pas, cela soit fait par voie de référendum. Mais ce qui est important, cette charte de la démocratie, des élections et de la gouvernance a été signée en 2007. Ça a été ratifié qu'en 2011. Donc, c'est dans la Deuxième République que cette charte a été signée. Et si vous prenez même la constitution guinéenne actuelle, c'est qu'on n'interdit pas, partout dans le monde, on n'interdit pas la révision de la constitution. Mais il doit être fait par consensus, par voie de référendum. Et dans la constitution actuelle, le chef de l'État est habilité, le président est habilité à revoir certains articles obsolètes, mais qui doit mettre par voie de référendum. Donc ce n'est pas illégal de revoir une constitution déjà qui a été faite dans une période de transition. En tant qu'analyste politique, est-ce qu'il y a eu du progrès depuis l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir en 2010? Oui, bien sûr, beaucoup de choses ont été faites. À l'avènement, celui qui connaît la Guinée avant 2010 et qui prend la Guinée aujourd'hui en 2018, c'est déjà pertinemment ce qui a été fait. D'abord, il faut reconnaître que le professeur Alpha Condé, à son avènement en 2010 au pouvoir, a trouvé notre pays en état de déliquescence. Un pays exsangue où tous les secteurs étaient, n'est-ce pas, à réformer. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui des actes posés par le président de la République, c'est surtout dans le secteur énergétique. Si vous prenez la Première République, il faut aussi reconnaître que la Première République était confrontée à beaucoup de restrictions occidentales parce qu'elle a eu à faire 3 barrages dont le nombre de mégawatts s'élève à 8 mégawatts. Mais moi, ce n'est pas pour, n'est-ce pas, lancer des fleurs à la Première République, mais je me dis que la Première République a fait un bilan vraiment positif. En ce sens, c'est pourquoi quand je vois des gens raconter des insanités sur la Première République, je me dis, je les invite tout simplement à lire ou à écouter les aveux de Jacques Faucard sur France Afrique. Et je les invite aussi à lire le document intitulé Les secrets de l'espionnage français de Croc, de Pascal Croc, et de lire aussi La piscine. Ils comprendront si effectivement c'était des insanités ou si c'était des complots que le feu Ahmed Sékou Touré inventait. Donc, mais pendant 26 ans de règne d'Ahmed Sékou Touré, il a eu à réaliser 8 mégawatts dans le secteur énergétique. Et si vous prenez aussi la Deuxième République, c'est-à-dire Garafiri a été réalisé et 2 barrages au pied de Banéa a été mis en place, donc ce qui faisait 80 mégawatts. Donc en 26 ans de la Première République, il y a eu 8 mégawatts, malgré toutes les restrictions dont il subissait de la part du monde occidental.
La Deuxième République a fait 80 mégawatts. Et la Troisième République, dans laquelle nous nous trouvons, a fait au jour d'aujourd'hui plus de 1090 mégawatts. Ce qui veut dire, c'est-à-dire que si vous prenez Caleta qui fait 240 mégawatts, vous prenez Swapiti qui fait 450 mégawatts, vous prenez Amaria qui fait 300 mégawatts, vous prenez le barrage de Kukutamba qui fait 300 mégawatts, vous prenez le barrage Franconedou Kogbedou qui fait 150 mégawatts, vous prenez le barrage de Fomi à but multiple, c'est-à-dire pourquoi but multiple? Parce que c'est non seulement ça fournit 90 mégawatts en énergie, mais plus de 200 000 hectares de terres irrigables et la régularisation des cours d'eau du Niger. Donc, en fin 2020, on sera à 1630 mégawatts. Ce qui veut dire qu'en 7 ans déjà, en 7 ans du pouvoir du professeur Alpha Condé, il a réalisé 1090 mégawatts contre 88 mégawatts en 50 ans. Ce qui est quand même clair, sans ambiguïté, qu'un progrès a été fait dans ce secteur. Ce n'est pas seulement ce secteur, il y a beaucoup de secteurs. Si vous prenez aussi le secteur, comment je vais appeler, de l'agriculture, il y a eu aujourd'hui, la Guinée est le seul pays en Afrique qui met les semences à la disposition des agriculteurs et qui achemine vers les terrains les terrains où en tout cas les terres sont conçues pour des fins d'agriculture et qui envoie des tracteurs pour mettre à la disposition des agriculteurs pour les faire gratuitement. La Guinée est tout cela est bon, mais cela n'est pas ressenti sous le panier de la ménagère. Oui, j'avais commencé tout à l'heure que tout était à refaire en Guinée. Si vous prenez tous les secteurs, le secteur de l'éducation a été tué. Et si vous prenez l'élevage, ça a été tué. Tous les secteurs étaient à reprendre. Donc il fallait quand même engager des priorités, des priorités. Aucun pays au monde ne peut se développer à l'absence de l'électricité. C'est pourquoi le président de la République a compris qu'il ne faut pas que nous rations la 4e révolution industrielle. Et ça, à ce niveau, il faut qu'on ait de l'électricité. L'État n'est plus en mesure d'employer tous ces gens. On ne peut plus les prendre à la fonction publique. Ce sont les sociétés et les entreprises qui s'installent. Mais ils ne peuvent s'installer, ils ne peuvent pas vivre à partir des groupes électrogènes. Donc le président a compris qu'il faut de l'électricité. C'est pourquoi, en fin 2020, on ne serait plus buté à ce problème d'électricité. On sera même obligé d'exporter, c'est-à-dire de ravitailler les pays de la sous-région. Donc, à partir de là, les entreprises vont s'installer et les entreprises, conformément à la législation guinéenne, seront obligées de prendre la main-d'œuvre. Ils ne peuvent pas importer la main-d'œuvre en Guinée. Donc, c'est là où tout le monde aura du boulot. Déjà, il faut reconnaître aussi qu'il y a eu beaucoup de boulot. Le chômage a diminué bien avant son arrivée et aujourd'hui. Si vous prenez la courbe, vous vous rendrez compte effectivement qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits dans ce domaine. Si vous prenez aujourd'hui aussi la réforme dans le service de sécurité, la population guinéenne, elle était terrorisée ici. On voyait les militaires avec les Payamaka dans les marchés, dans les quartiers. C'est l'une des réformes aujourd'hui dans le cadre du service de sécurité qui a réussi et qui constitue un modèle aujourd'hui en Afrique, que les autres pays africains se servent aujourd'hui pour apporter ou pour réformer les services de sécurité. Alors, pensez-vous que ces efforts dont vous venez de souligner sont les efforts des deux premiers ministres? Non, moi je dirais tout simplement que c'est l'effort du président Alpha Condé. Pour moi, ils n'ont jamais été à la hauteur de l'attente. Mais le président Alpha Condé, puisque c'est un président qui est persévérant et qui a mis en place des mécanismes lui permettant, n'est-ce pas, d'atteindre les objectifs, alors moi je me dis que c'est l'effort de tout le gouvernement, bien sûr du président et de son gouvernement. Mais si vous me demandez spécialement sur l'effort des deux premiers ministres, moi je me dis personnellement que ces deux n'ont jamais été à la hauteur. Et pourquoi le président Alpha Condé continue à garder ces deux premiers ministres? Oui, à ce niveau, le président de la République, comme l'a dit la Constitution, il nomme le premier ministre qui l'assiste. Donc, ce qui veut dire qu'il n'est même pas obligé de le faire. Alors, il a le pouvoir discrétionnaire de nommer qui il veut,
de toutes les façons, ce que je dis n'engage que moi. Si je dis qu'ils n'ont jamais été à la hauteur de l'attente, c'est qu'un Premier ministre doit faire ce qu'on appelle la diplofinance, doit aller à l'offensive pour vraiment, au-delà du rôle qu'on a classique du Premier ministre, il faut que désormais que le Premier ministre soit en ordre de bataille à travers le monde pour vraiment apporter du bonheur à son pays. Alors, il y a beaucoup d'anciens ministres qui ont travaillé avec le professeur Alpha Condé, qui pensent que le bilan du professeur Alpha Condé est totalement nul, tel que le cas de Makanera et Papakoli et Jean-Marc Teleno. Bon, à ce niveau, moi je n'accorde pas de crédit à ce que ces gens disent. Je suppose tout simplement que c'est des gens qui ont été choisis par mégarde ou par inadvertance, ministres, mais bon, qui critiquent après avoir quitté. Je ne peux pas accorder du crédit à quelqu'un qui a servi un régime et après qu'il soit débarqué de ce régime, qui se mettent à raconter ou à parler des insanités sur ce régime. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que ce n'est pas du patriotisme. S'ils étaient patriotes, au moment où ils n'avaient pas la main libre, ils auraient démissionné. Et là, en ce moment, on pouvait les accorder du crédit. Parce que vous n'avez pas été ministre, si je comprends bien. Non, je n'ai pas été ministre, mais il ne s'agit pas qu'on soit ministre pour juger le bilan ou pour parler du bilan, n'est-ce pas, d'un régime. Ceux qui ont été ministres et aujourd'hui, qui sont en train de vociférer pour dire que je n'ai pas eu la main libre, moi, je ne les écoute pas, je n'accorde pas de crédit à ces gens. Je considère que c'est des troubadours, c'est des gens qui racontent des insanités et des balivernes. Et vous-même, en tant que journaliste, aujourd'hui, allez-y voir un ministre. Vous lui dites, selon mes enquêtes, vous n'avez pas la main libre. Mais il te dira qu'il a la main libre. Ce n'est pas quand il est débarqué qu'il va dire que je n'avais pas la main libre ou bien tel était là. Ils auraient dû démissionner en ce moment. Moi, je n'accorde pas de crédit par rapport à ceux qui racontent comme ça, des cas ou qui se trouvent dans telle situation. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Tout récemment, Mbalia Magasuba s'y est attaqué au père de l'indépendance, le feu Ahmed Sékou Touré. Quel est votre avis? Bon, à ce niveau, moi, c'est déplorable. Quand j'ai appris et j'ai écouté cette dame, je me suis dit qu'elle n'a rien compris et qu'elle doit encore aller à l'école pour prendre l'histoire de ce pays. Ce que le feu Ahmed Sékou Touré a fait pour ce pays, aucun chef d'État, d'abord, Ahmed Sékou Touré n'était pas au service de la Guinée seulement, il était au service de l'Afrique. Et l'Afrique est fière de cet homme. Mais c'est ici où les gens se permettent de raconter de n'importe quoi, des insanités sur cet homme. C'est pourquoi j'invite déjà le ministre de l'Éducation nationale à revoir le programme de terminale. Parce que c'est là où certains écrivains ambulants se permettent de raconter de n'importe quoi, de truffer et de changer de façon systématique l'histoire de ce pays, en traitant de ce monsieur de sanguinaire, de ceci ou de cela. Le feu président Ahmed Sékou Touré, rien que l'indépendance qu'il a donnée à ce pays-là, mérite le respect et le salut de cette République. Ahmed Sékou Touré était en avance par rapport à toute l'Afrique. Il s'est battu. Dites-moi un chef d'État ici qui a, après sa mort, on n'a pas trouvé de l'or et des diamants quelque part. Ahmed Sékou Touré, quand il est décédé, c'est dans sa poche, ce qu'on a trouvé dans sa poche, ça c'était l'héritage, n'est-ce pas, de sa famille. C'est un monsieur qui n'a pas bradé l'économie de ce pays. C'est un monsieur qui s'est battu contre vents et marées pour sauvegarder les intérêts de ce pays. Il ne faut pas l'oublier que le fait de demander notre indépendance, il fallait passer par tous les moyens pour aujourd'hui empêcher ce monsieur de réaliser dans ce pays-là. Et ils ont essayé sur tous les plans. C'est pourquoi j'invite tous ceux qui racontent qu'il était ceci, il n'a rien foutu, qu'ils écoutent au moins les aveux de Jacques Foccart sur France Afrique. Qu'ils lisent au moins l'ouvrage intitulé « Les secrets de l'espionnage français » de Pascal Kropp. Qu'ils lisent La piscine. Ils comprendront si effectivement le gars inventait des complots. Beaucoup pensent que Sékou Touré a été un vrai dictateur pour la Guinée, qu'il a assassiné beaucoup de personnes au Cambouaro. Je ne suis pas d'accord. D'abord, je
m'inscris en faux contre cette allégation et ici je l'affirme, je confirme que ces allégations sont fausses et indignes parce qu'il n'y a pas de preuves, personne n'a vu Ahmed Sékou Touré prendre des larmes pour aller tuer quelqu'un. Je ne suis pas d'accord. Ce sont des insanités, c'est des gens qui cherchent à transformer l'histoire de ce pays. Et c'est pourquoi aujourd'hui la nouvelle génération, elle est confuse. Tantôt, le programme enseignant à l'école Sékou Touré est traité de tous les noms d'oiseaux, mais aujourd'hui, les aînés nous ont appris quand même ce que cet homme-là a fait pour l'Afrique. Et cet homme, ce qu'il a représenté pour l'Afrique et pour le monde entier. Le Sékou Touré a joué des rôles inimaginables dans la construction et dans la consolidation de l'unité africaine. Et pas seulement en Afrique, partout dans le monde entier. Les œuvres, on peut passer toute une nuit, toute une journée en train de parler des œuvres posées par cet homme-là. Cet homme était, la magnanimité et la grandeur de cet homme était tellement gigantesque qu'il était en avance par rapport à toute l'Afrique et il avait les mêmes visions que le monde occidental. Ce qu'il fallait pratiquement mettre toutes les obstructions possibles à cet homme de se développer. Mais nonobstant toutes ces obstructions et restrictions, il a eu à faire un bilan inimaginable. Il est mort, il a laissé derrière lui 52 usines. Il a laissé des usines de tannerie. La Guinée, on fabriquait les chaussures des militaires ici. Les usines de boissons. Il a laissé les chemins de fer ici. Il a laissé une compagnie aérienne ici. Alors, le Guinéen mangeait à sa faim, ce qu'il faut reconnaître. L'insécurité, ça n'existait pas. La Guinée était connue par le rayonnement de sa culture à travers les quatre coins du monde. Et, n'est-ce pas, à travers les arts artistiques. Donc, aujourd'hui, il faut le reconnaître que ce monsieur a, n'est-ce pas, fait du progrès, a fait que du bien pour ce pays-là. Rien d'abord que l'indépendance. Tu ne peux pas imaginer le prix de l'indépendance que nous avons eue. Alors, c'est pourquoi il est important pour moi d'inviter la nouvelle génération à s'intéresser, à chercher la vraie histoire de ce pays et à ne pas être marionnettisé par ceux-là qui sont en train de saboter et qui ne veulent pas que ce pays-là progresse. Ces gens-là ont commencé depuis les indépendances et continuent toujours à intoxiquer. Mais j'en suis sûr d'une chose, que la future génération va se mettre au boulot et reconnaître les œuvres d'Ahmed Sékou Touré et continuer dans la même lancée que le fait Ahmed Sékou Touré a toujours voulu que la jeunesse guinéenne soit. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'être avec nous. L'émission proposée par l'équipe de Guinée Synthèse en partenariat avec Télé Africain. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres numéros. Monsieur Konaté, merci. C'est moi qui vous remercie, ainsi qu'à toute votre équipe.